Euh, Bienvenue sur ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle qui se déroulent du 6 au 17 octobre et qui sont organisés par l'APEC et Avenir Actif en association, bien entendu, avec nos partenaires nationaux et régionaux. Vous allez avoir la possibilité de poser vos questions via le chat. Et nous y répondrons en fonction de l'avancée du webinaire. Nous prendrons des temps pour répondre à vos questions ou en fin de webinaire. Les semaines de l'évolution professionnelle, voilà, elles ont débuté hier, elles se déroulent sur 15 jours, elles sont co-organisées par l'APEC, Avenir Actif, qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et des indépendants. L'idée, c'est aussi, comme on va le faire aujourd'hui, de pouvoir animer des webinaires avec nos partenaires régionaux et nationaux. Et aujourd'hui, on est accompagné par deux partenaires d'Ocapiat que je vous présenterai après. Tous ces événements sont 100% digital, gratuits et accessibles à tous. Et ils évoquent l'évolution professionnelle qui est au cœur de notre programme de 75 webinaires thématiques. Donc ce matin, nous avons avec nous Amandine Froment. Amandine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis Amandine Froment, conseillère aux actifs Ocapiat pour les régions Grand Est et Hauts-de-France. Merci Amandine. Nous avons aussi Olivier Vanheureux. Oui, bonjour, donc Olivier Vanheureux, conseiller à Ocapiat sur la Nouvelle-Aquitaine, également les directions régionales Outre-mer. Merci Olivier. Et donc, je co-animerai avec Olivier et Amandine ce webinaire. Et donc, je suis Aurélie Clément, je suis responsable projet Mon Conseil en évolution professionnelle pour Avenir Actif Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, thématique de ce webinaire, Focus métier. Nous allons évoquer les métiers de la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Amandine, je vais te laisser la parole. Oui, merci Aurélie. Très bien. Donc, je vais vous présenter rapidement notre structure qui est Ocapiat. Alors, avant tout, vous avez vu, on a un focus métier riche sur plusieurs domaines. Donc, nous, Ocapiat, nous sommes l'un des 11 opérateurs de compétences OPCO. Il y en a 11 en France. Et donc, nous sommes chargés d'accompagner la formation professionnelle donc dans les secteurs qui ont été évoqués, que sont la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires. Donc plus largement, si vous voulez, c'est vrai que tous les métiers qui sont liés au vivant, à l'alimentation, on a pour habitude de dire voilà, de les métiers de la fourche à la fourchette ou bien du champ à l'assiette, voilà, pour que ce soit peut-être un peu plus imagé. Ces secteurs regroupent des métiers utiles, concrets, qui sont porteurs de sens avec de nombreuses opportunités d'emploi partout en France. Donc, si vous souhaitez changer de voie, Ocapiat peut vous aider à intégrer un secteur porteur, à travailler au contact du vivant dans la production alimentaire, acquérir une nouvelle qualification, même si vous n'avez pas d'expérience dans le secteur. Donc, en résumé, Ocapiat peut vous accompagner pour une entrée dans un nouveau métier et faciliter votre formation et son financement. Alors, vous avez ici quelques chiffres clés qui concernent Ocapiat. Je ne vais pas tous vous les lire, je vous laisse en prendre connaissance, mais pour vous les commenter, ce que l'on peut retenir et ce que l'on peut noter par rapport à notre structure et les secteurs que l'on accompagne, eh bien, c'est le poids des TPE-PME. Voilà, le fait qu'on ait près de 98-99% de nos entreprises adhérentes qui soient de petite taille, ce sont des entreprises de moins de 50 salariés, souvent des entreprises de moins de 11.
Eh bien voilà, ça montre qu'Ocapiat est particulièrement pertinent pour les petits employeurs et salariés de ces structures qu'on appelle réduites. Cela veut dire que il y a un bon potentiel, on va dire, de proximité. Hein, vous savez, vous allez retrouver toutes les entreprises de nos secteurs autour de chez vous, dans un rayon de moins de 20 ou 30 kilomètres, et qui voilà, apportent aussi un bon niveau, un bon potentiel de flexibilité. On sait que dans ces petites entreprises, voilà, il y a beaucoup d'agilité. Deuxième point par rapport à ces chiffres, voilà, c'est qu'il y a une large couverture des métiers et des secteurs. Vous le voyez, il y a 49 branches qui sont couvertes et 1,4 million de salariés concernés. Voilà, ça couvre vraiment des champs très divers. Donc, ça vous offre beaucoup de possibilités de reconversion, d'évolution de métier au sein de notre périmètre, de notre pro. À noter aussi des opportunités d'alternance, de montée en compétences. Selon les régions, c'est vrai que là aujourd'hui on a bien une audience nationale et vous verrez que pour nous toutes les régions sont concernées avec des métiers porteurs et des besoins de recrutement. Donc on a vraiment des synergies aussi qu'on peut observer et des passerelles qui sont possibles entre ces 49 branches, entre agricole, agroalimentaire. Vous verrez que des fois les frontières sont fines et on peut, voilà, des passerelles peuvent être envisagées entre les secteurs. En troisième point, on peut aussi observer la dynamique de l'apprentissage. C'est vrai que c'est une progression forte de l'apprentissage, nous, surtout dans les secteurs agricoles, qui indique quand même que c'est une voie de plus en plus valorisée. Donc voilà, pour un salarié qui envisage de rejoindre ces secteurs, l'apprentissage peut quand même être une option efficace, même quand on est adulte et en reconversion. Parce qu'on a aussi des structures de formation, des CFA, qui sont très mobilisées sur l'ensemble des territoires. Et puis, c'est vrai que le taux d'embauche après l'apprentissage étant souvent élevé, ça peut être intéressant d'envisager cette voie. Et enfin, dernier point, pour commenter ces chiffres, vous avez des éléments de volume de formation, de nombre de bénéficiaires. Donc, c'est vrai que quand vous voyez les chiffres d'heures, d'actions, de bénéficiaires, ça montre voilà, qu'Ocapiat n'est pas juste un cadre administratif, mais qu'on est aussi un acteur actif sur la montée en compétences. Donc, voilà, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont formées chaque année. On a un nombre d'heures qui montre que c'est pas seulement des petites sessions, ça peut être aussi des formations longues et structurées. Et puis, ça permet voilà, aussi de répondre aux salariés actuels et futurs salariés des secteurs, voilà, de mettre à jour leurs compétences, d'être on va dire, enclin avec les nouvelles technologies et puis des pratiques durables. Voilà. Donc, si vous envisagez de rejoindre les métiers du vivant, de l'agroalimentaire ou de la pêche, voilà, vous avez des dispositifs et des financements réels à condition de cibler un parcours de formation adapté. Voilà pour les chiffres clés. Alors, passons directement, entrons dans le vif du sujet pour vous présenter les métiers de l'agriculture. Alors, les métiers de l'agriculture, riche environnement. L'agriculture, c'est le deuxième employeur de France. C'est vrai que l'agriculture française emploie près d'1 million de salariés chaque année. Et ce qui est intéressant, en tout cas ce qui peut aussi être surprenant, c'est que dans ce secteur, il y a quand même un tiers de femmes. Voilà, c'est pas très connu, donc c'est quand même un métier, un secteur qui se tend à se féminiser et on observe de plus en plus de mixité. Et l'agriculture recrute constamment. C'est vrai que c'est un grand vivier de postes à pourvoir avec des offres réelles et des perspectives d'évolution professionnelle. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les différents secteurs, mais l'agriculture, c'est plus de 100 métiers. Donc on parle de focus métier aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est difficile pour nous de choisir un seul métier, donc on va essayer quand même d'être synthétique. Mais voilà, en tout cas, l'agriculture, c'est des métiers qui ont du sens, qui sont stratégiques. Voilà, on parle aussi d'avenir pour tous. C'est des métiers qui sont bons pour nous, qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour la société. Donc voilà, c'est dans une période, des fois, on est en quête de sens. L'agriculture peut répondre à ces critères. Voilà, vous avez vraiment un panel de possibilités très variées qui va du végétal à l'animal, mais en passant aussi par les machines, mais il y en a encore bien d'autres. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, l'agriculture regroupe une grande diversité de métiers
qui participent de la production de nourriture, hein, jusqu'à la gestion des ressources naturelles, mais aussi vous avez l'entretien des paysages, par exemple. Alors, pour en revenir vraiment à l'agriculture, hein, qui est le cœur de métier, donc là, on va avoir tous les métiers en lien avec la culture des plantes, blé, maïs, légumes, fruits, etc. Mais vous avez aussi l'élevage, tout ce qui est spécialisé en élevage d'animaux, que ce soit bovins, ovins, porcins, etc. Mais les éleveurs s'occupent aussi donc à la fois de l'alimentation, de la reproduction, de la santé et du bien-être animal. Donc là, on est dans des métiers qui sont soit vraiment très spécialisés, grande culture, élevage, mais on a aussi des exploitations qui sont polyvalentes, qui vont faire les deux, à la fois de la grande culture et de l'élevage de bêtes. Vous avez aussi les métiers de la viticulture, tout ce qui est en lien avec le travail de la vigne, de la production du raisin, destiné à la fabrication du vin. Donc, la viticulture intervient de la plantation également jusqu'à la récolte et parfois jusqu'à la vinification. Donc, c'est vrai que vous allez avoir aussi des exploitations viticoles différentes en fonction de si on est juste récoltant ou également récoltant manipulant. Il y a des exploitations qui vont s'arrêter à la récolte et qui vont ensuite vendre leurs raisins en coopérative. Et puis, vous avez des structures qui vont carrément aller jusqu'à la production de la bouteille. On a également le maraîchage pour tout ce qui est culture de légumes. Là, on est souvent sur des structures qui sont en circuit court, hein, pour de la vente directe et sur les marchés. Donc, ça demande là des bonnes connaissances pour tout ce qui va être sur le cycle de plantation et des saisons sur la culture de légumes. Alors, sur des métiers qui sont peut-être un peu moins connus et pour lesquels il y a vraiment beaucoup de besoins de recrutement, c'est tout ce qui est conduite d'engins agricoles, tout ce qui est conduite et entretien des machines, pour tout ce qui est tracteur, moissonneuse, pulvérisateur. C'est des métiers qui sont très techniques, de plus en plus numérisés, donc il faut être formé. Mais voilà, c'est des métiers avec des débouchés, notamment au sein des ETA, ce sont les entreprises de travaux agricoles. Les ETA, ce sont des entreprises privées qui font des prestations agricoles, en fait, hein, qui, pour le compte d'agriculteurs, qui, au moment des semis, des moissons, peuvent avoir aussi besoin de renforts de main-d'œuvre. Donc, on a besoin de conducteurs d'engins agricoles, de mécaniciens agricoles, mais aussi de chefs d'équipe pour toute la partie encadrement des équipes d'ouvriers. Je continue avec des métiers qui sont aussi peut-être un peu moins connus, mais qui sont porteurs. C'est toute la partie, on va dire, technique et conseil agricole pour apporter un appui technique aux exploitants, des conseils en matière de culture, de matériel, de gestion, de réglementation, de technique. Voilà, c'est des conseillers qui peuvent travailler soit pour des coopératives, mais on a aussi notamment les chambres d'agriculture. Ou même des entreprises privées, hein. Donc là, c'est sur des profils quand même plus spécialisés. On peut faire appel à des agronomes, à des spécialistes de l'élevage ou de l'environnement. On parle beaucoup de transition écologique, hein, en ce moment, donc voilà, ça peut être aussi des experts du sujet. On a tous les métiers en lien avec les chevaux. Là, on a souvent, on va dire, affaire à un métier passion. On observe en fait que les gens qui se dirigent vers ce secteur, voilà, faisaient aussi déjà de l'équitation à titre de loisir, mais se tournent souvent vers ce métier, voilà, par passion pour l'animal. Donc, il y a beaucoup de besoins dans le secteur de l'élevage équin, mais aussi pour des moniteurs d'équitation pour les centres équestres. Vous avez aussi l'horticulture, sur la culture de plants, des fleurs, des arbustes, des arbres fruitiers, des plantes aromatiques. Donc là, c'est de la culture souvent de plein champ ou sous serre. L'horticulture, ça va être différent des grandes cultures. On a souvent plus un souci de qualité et d'esthétique sur ces plants. Vous avez également les métiers de la forêt. Alors là, c'est aussi un grand enjeu, hein. Alors, vous avez moi aujourd'hui qui suis sur la région Grand Est où on a le massif des Vosges, Olivier qui là est sur la Nouvelle-Aquitaine avec les Landes. Il y a aussi beaucoup de régions, hein, sur la forêt est un grand enjeu pour tout ce qui est gestion durable, la production du bois, mais protéger aussi la biodiversité et prévenir des risques d'incendie, d'érosion. Donc, c'est vrai que sur le secteur de la forêt, il y a tous les métiers qui sont comme sylviculteurs.
donc qui plantent et entretiennent, coupent les arbres. On a aussi besoin de bûcherons qui abattent et débitent les arbres. Les conducteurs d'engins forestiers, toujours sur la partie machines qui sont assez spéciales. Mais aussi sur la partie, comme pour la partie agricole, en fait, la partie technique et la partie conseil, on a besoin de gens qui planifient, qui encadrent toute cette gestion forestière. Et puis aussi, on a notre partenaire l'ONF qui a des gardes forestiers pour tout ce qui est surveillance et protection des forêts publiques. Encore voilà, deux secteurs et j'en termine. Donc, on a aussi donc, les métiers de l'aquaculture, c'est tout ce qui est les vaches d'animaux ou de plantes aquatiques, voilà, donc, ou en eau douce ou en eau marine. Donc l'aquaculteur, ça va être celui qui gère vraiment les bassins, qui nourrit les poissons et qui surveille la qualité de l'eau. Vous avez les pisciculteurs là, qui sont vraiment dédiés pour l'élevage de poissons en eau douce. Et puis les conchiculteurs, par exemple, sur tout ce qui est élevage d'huîtres, de moules, de coquillages. Voilà, donc des besoins aussi sur ce secteur aquacole peut-être un peu moins connu. Et pour finir, donc on a aussi dans ces métiers de l'agriculture, qui, je vous le disais, sont très riches et très variés, le secteur du paysage. Les paysagistes voilà, aussi recrutent énormément. C'est aussi un métier qui permet pourquoi pas de se mettre à son compte, enfin même les métiers de l'agriculture, tout ce qui a été évoqué, on est soit sur la perspective de l'entrepreneuriat, mais aussi du salariat. Et donc pour la partie du paysage, vous avez les métiers de tout ce qui est lié à la conception, voilà, pour imaginer et concevoir des aménagements extérieurs. Également donc, des besoins sur l'entretien des espaces verts avec les ouvriers paysagistes, et puis aussi des besoins d'encadrement de chefs d'équipe sur cette partie. Voilà pour les métiers de l'agriculture. Alors, quand même, pour rentrer dans le cadre d'aujourd'hui, à faire un focus métier, on a une petite vidéo à vous présenter sur le métier de viticulteur tractoriste. Quand je vois une de nos bouteilles de cognac dans le commerce, je sais le travail que ça représente et ça, vraiment, j'en suis fier. Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans, je suis ouvrier viticole tractoriste à la Maison Ferrand dans la région de Cognac. Pour moi, être un jeune des terres, c'est se lever tous les matins en sachant pourquoi on bosse. C'est aimer ce qu'on fait, même quand c'est dur. C'est aussi avoir envie de grandir dans un métier qui a du sens. Mon métier, c'est de conduire et d'entretenir les tracteurs qui servent à travailler la vigne. Je réalise des travaux manuels et mécaniques, tout ce qui va être taille, attachage et entretien du vignoble. Mécanique avec le tracteur qui va être tonte, travaux du sol, rognage et les vendanges. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la diversité. C'est de travailler avec la nature, d'entendre les oiseaux chanter, de voir les animaux dans les vignes, de voir aussi comment la nature s'adapte et se développe tout au long de l'année. C'est un métier avec énormément de savoir-faire. Plus le temps passe, plus je me rends compte que vraiment chaque geste compte. On est dans une région viticole reconnue dans le monde entier pour son produit. C'est vraiment valorisant de contribuer finalement à la richesse de la région. J'ai fait un BTS en alternance pendant 2 ans en viticulture et œnologie. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un bachelor cognac, toujours en alternance, sur 1 an. J'étais pas prédestiné à être viticole tractoriste puisque j'ai fait des études pour devenir préparateur physique. Mais suite à des blessures, je me suis retrouvé à rechercher un autre domaine et un pote à moi m'a parlé de ces formations. Donc j'ai foncé. Aujourd'hui, je lâche rien et je suis toujours à fond. Aujourd'hui, on utilise des outils qui respectent beaucoup mieux l'environnement. On va limiter tout ce qui est utilisation de produits herbicides pour préserver la vie des sols. Donc on va plutôt utiliser des outils qui vont travailler les sols mécaniquement. Préserver, c'est vraiment pas un mot à la mode, c'est aussi une façon de bosser. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi d'être un jeune des terres. Pour l'instant, je suis encore en train d'apprendre. Dans un futur, j'aimerais bien être chef d'équipe viticole ou bien responsable de production. Et pourquoi pas, dans un de mes rêves les plus fous, avoir mes propres vignes et ma propre exploitation. Le conseil que je peux donner à un jeune, c'est d'écouter les conseils que l'on peut avoir de notre entourage et des personnes qui font ce métier. C'est aussi de jamais rien lâcher, même quand c'est dur, parce que c'est un métier qui est compliqué. C'est d'avoir envie d'apprendre et de jamais rien lâcher. Et au final, quand le but est atteint, on est vraiment fier de son travail. C'est un secteur qui recrute beaucoup. Il y a beaucoup de formations adaptées, des stages et même des alternances. On peut évoluer tout au long de sa carrière, on peut aussi même s'installer à son compte et avoir sa propre exploitation. Surtout, n'hésite pas à aller au contact des viticulteurs et des personnes de ce secteur pour avoir beaucoup de renseignements.
Donc, un exemple de métier parmi voilà, la centaine que vous pouvez retrouver dans le monde agricole. Ouais, d'ailleurs, Antoine il a mis le lien où on peut retrouver l'ensemble des métiers, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de métiers dans le monde agricole. Donc, un choix a été fait, voilà, de parler de ce métier, mais évidemment, vous aurez le loisir de découvrir les autres via le lien qui a été transmis dans la conversation. Merci Amandine. Du coup, peut-être que ça peut être l'occasion dans le chat, si vous avez des questions sur ces métiers qui vous ont été présentés par Amandine, de pouvoir les poser. Moi, j'ai quand même des petites questions pour vous, Olivier, Amandine. Comment peut-on accéder au métier de l'agriculture ? Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore formation, donc je l'ai un peu, on va dire, abordé rapidement sur le biais de l'alternance où voilà, on a de nombreux CFA qui sont répartis sur tout le territoire. Donc, en tout cas, l'offre de formation des secteurs agricoles est vraiment très, très bien représentée sur l'ensemble des régions. Donc, il est très facile de trouver des formations dans le secteur agricole autour de chez vous. Ce qui est par contre peut-être un peu moins connu, c'est que souvent on se dit secteur agricole, bah, si j'en suis pas issue, c'est pas accessible. Or, voilà, les chiffres nous disent que 89% des personnes qui travaillent dans le secteur agricole n'en sont pas forcément issues. Donc finalement, le secteur agricole est un monde très très ouvert. Et puis plus d'une personne sur deux qui s'installe en agriculture, voilà, n'est pas issue non plus de ce milieu, quelqu'un qui se met à son compte. Donc il n'y a pas forcément nécessité voilà, d'avoir un grand-père, un cousin, un oncle, ou d'être issu du secteur agricole pour pouvoir se lancer et en faire partie. Et on a je me demande, moi, par rapport à l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Est-ce que quand on travaille dans l'agriculture, on contribue à la protection de l'environnement ? Oui, c'est vrai que c'est un grand sujet. Donc, les agriculteurs sont les premiers impactés par le dérèglement climatique et avec des réalités économiques, des contraintes sanitaires qui leur imposent des normes. Donc, finalement, la terre, c'est leur premier outil de travail. Beaucoup de solutions sont développées pour la préserver. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, voilà, ça peut être un sujet controversé, mais en tout cas, aujourd'hui, avec, on va dire, les nouvelles générations, en intégrant le secteur, vous devenez vraiment acteur d'une agriculture, on va dire, productive mais respectueuse. Merci Amandine. Du coup, on a des questions Ouais. dans le chat, donc c'est peut-être l'occasion aussi de prendre les questions qui Ouais. viennent du public aujourd'hui. Olivier, tu veux Ouais, je vais réagir rebondir ? parce que ouais, je vais rebondir. Alors, juste une précision, effectivement, la vidéo qui vous a été présentée, c'est une vidéo qu'on a choisi de vous présenter, qui fait partie d'une campagne de communication destinée notamment à l'alternance. Donc, il est clair que voilà, ce sont des profils plutôt de moins de 29 ans. Alors, bien que, on voit bien que là, il s'est reconverti, hein. Donc il y a une question, c'est est-ce que ces métiers sont accessibles dans le cadre d'une reconversion? La réponse est oui. Il y a toute une série de dispositifs qui existent. Déjà l'alternance, l'alternance, maintenant, c'est jusqu'à 29 ans, voire plus, selon certaines conditions. Et après, les formations dites agricoles, qui se réalisent dans des établissements spécialisés dans le monde agricole, ont des sections effectivement dédiées à la formation continue et notamment la formation en alternance en contrat de professionnalisation. Ou alors, formations qui peuvent être accessibles dans le cadre de projets de transition professionnelle. Mais là, je laisserai les experts CEP en parler un peu plus, dans d'autres moments. Ouais. Je rebondis du coup, effectivement, Olivier, dessus, merci. L'idée aussi, c'est quand vous avez une idée, un début de projet ou juste vous questionnez, il est possible de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle gratuitement. C'est un service public et le conseiller en évolution professionnelle peut vous accompagner dans toute cette réflexion, la recherche de formation. Mais bien entendu, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est notre dernière partie de webinaire. Ouais. Alors après, il y a d'autres, je vois d'autres points. Effectivement, il y a des formations agricoles, alors des CAPA, des CAP agricoles, BEPA, mais pas que. Il y a aussi, je vois qu'on a un auditoire
d'experts ou de connaisseurs de certificats de qualification professionnelle. Les CQP, ce sont des titres soit homologués, reconnus par l'État ou alors reconnus par la branche professionnelle, mais qui, à l'initiative, ont été mis en place par les branches professionnelles, pardonnez-moi. Donc là, je ne peux pas tous les citer. Pareil, là, on a un site qui est dédié sur les métiers et ça vous décline également les formations. Voilà et voilà, merci, on a, voilà, la description de l'acronyme CQP, certificat de qualification professionnelle. Donc il y en a plusieurs, on peut pas tous les présenter, on mettra le lien, dans le chat, vous pourrez retrouver l'ensemble des CQP. On a quand même une question qui revient Ouais. sur est-ce qu'on Ça peut accéder à l'agriculture quand on a plus de 50 ans? Au métier de l'agriculture, pardon. Oui, il n'y a pas d'âge, pour accéder à l'agriculture. On a des parcours effectivement de reconversion, des gens qui intègrent, les filières après, une première partie de parcours. Donc c'est possible. Alors là après, je vais être désolé, je vais pas pouvoir répondre. Il y a une question qui est posée, c'est: quel métier est le plus propice à la reconversion? J'ai envie de dire celle qui vous convient. C'est une réponse qui est peut-être pas la plus optimum, mais c'est la plus réelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à la fois que ça corresponde avec ce que vous avez envie de faire, les contraintes que vous voulez accepter, celles que vous voulez refuser, vous déclinerez certaines orientations. Là, j'ai envie de dire, il faut vraiment être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle pour cheminer là-dessus. Parce que le panel des possibles est effectivement assez large. Mais une fois que je vous ai dit ça, propre à chaque situation, bien entendu. c'est ça. Ouais, mais oui, mais en tous les cas, si la question c'est est-ce qu'il y a des reconversions possibles à 50 ans? Oui, on a des exemples dans chacun de nos départements de France où il y a des personnes effectivement qui se reconvertissent sur le tard dans ces filières. Et comme tu l'as dit, Amandine, sans avoir, je dirais, de professionnels ou de familles proches dans le domaine. Voilà. C'est vrai qu'après, bon, il ne faut pas non plus. Il y a des métiers qui sont exigeants, mais ce qu'on retrouve souvent dans les témoignages de gens qui se sont reconvertis dans le secteur, c'est qu'on est vraiment, donc, comme je vous le disais, sur des métiers du vert et du vivant. Donc, déjà, à vous de voir vos critères. Est-ce que vous voulez plus aller vers le végétal ou l'animal? On est en lien avec les saisons, le climat. Donc, c'est vrai qu'il y aura parfois du travail en extérieur, au chaud, au froid, sous la pluie, avec des amplitudes horaires. Mais c'est quand même aussi un secteur qui est moins physique qu'avant, avec de plus en plus de développement de technologies. Donc voilà, ça après, entre rester dans un bureau ou aller vers l'agriculture, voilà, ça c'est des critères qui va être à vous de définir selon vos affinités et vos envies. Merci. Je vous propose qu'on passe au métier de la pêche et de la culture marine, tout en essayant bien entendu de garder notre timing de webinaire pour que tout puisse rentrer dans le délai. Ne nous Olivier inquiétons pas, ça va aller, on va gérer admirablement. Bon, après la terre, donc du coup, on va passer effectivement à la mer, plutôt à la côte. Alors, effectivement, il faut dissocier deux types de métiers. Il y a les métiers de la pêche maritime. Donc là, il peut y avoir différents métiers, tels que mécanicien de pêche, patron de pêche, c'est lui qui va diriger effectivement le bateau, le capitaine de pêche et le matelot. Juste quelques petites précisions et contexte, on va dire, économique. Reprécisons, alors ça, c'est des données plutôt de 2020, mais elles sont quand même assez, je dirais, toujours d'actualité. Faut bien qu'on se dise qu'on a 5500 km de littoral. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont exploitées. Que la pêche maritime, c'est la 6e flotte de l'Union européenne, avec 11 500 navires et plus de 15 000 marins pêcheurs qui naviguent en France, avec 60 ports de pêche. Donc voilà, donc ça pose vraiment le décor. Et comme je le disais, voilà, différentes fonctions, salariés embarqués ou sur quai, donc matelot, capitaine ou patron de navire et mécanicien. Alors voilà, ça c'est pour certains types de pêche. Et après, pour les plus grandes pêches, on va y venir. Il peut y avoir des postes effectivement de cuisinier et également de frigoriste. Les grandes pêches, c'est lorsqu'on part
vraiment sur des campagnes de pêche qui sont beaucoup plus longues, où là, effectivement, il y a des postes un peu plus à part entière. Donc ça, c'est sur la partie pêche maritime. Sur la partie culture marine, alors, la conchiliculture, conquis pour coquillage, voilà. Pour la conchiliculture, c'est 2600 entreprises salariés de la production. Voilà, alors excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Voilà. Ça va revenir, pardon, ouais. On t'entend bien, Olivier. Hein. Ouais, pardon. C'est 2600 entreprises pour 8500 à peu près salariés permanents. Hein, on ne se représente pas forcément pour la culture marine et à peu près tout autant de salariés occasionnels. Voilà. Donc là, il y a de vraies perspectives d'évolution. Alors, on a fait le choix de focuser sur un métier parmi toute une série de métiers existants. Ça va être le métier de matelot de pont. En l'occurrence, c'est Isidore. On va laisser Isidore se Il y en a présenter. qui rêvent de liberté. présenter. Moi, je l'ai trouvé ici en mer. Le matin, c'est pas un bureau qui m'attend, c'est l'océan. Je m'appelle Isidore, j'ai 21 ans, je suis marin pêcheur à Erquy. Je suis second sur un bateau de pêche après avoir commencé comme matelot. J'ai grandi ici à Erquy, sur le port. C'est mon terrain de jeu depuis tout petit. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la liberté. Quand tu es en mer, tu es coupé du monde, tu fais ton boulot, tu es concentré. Et parfois, dans des moments de pause, tu regardes juste le paysage. Le décor, il change tous les jours. C'est un métier où tu bosses dur, mais t'en prends plein les yeux. Et il y a l'ambiance sur le bateau. On part longtemps en mer, donc on vit ensemble sur le bateau. Et alors forcément, ça crée des liens. J'étais pas du tout issu du milieu, mais en vivant à Erquy, j'ai rencontré des amis marins-pêcheurs. J'ai regardé des vidéos et j'ai eu envie d'essayer. J'ai commencé à travailler sur les bateaux pendant les vacances scolaires. Et j'ai tout de suite su que ça allait devenir mon métier. Les principales pêches qu'on exerce sont la pêche à la coquille et la pêche au poisson. La pêche au poisson avec un chalut et la pêche aux coquilles avec une drague. On prépare le matériel, on le met à l'eau, on le remonte et une fois que le poisson est sur le bateau, on le trie et on le nettoie. C'est aussi beaucoup d'entretien à bateau, on fait beaucoup de choses nous-mêmes, la mécanique, le nettoyage. C'est assez manuel, il faut savoir s'adapter. On part très tôt, on reste assez longtemps en mer, mais quand on revient au port pour livrer la pêche, on se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. La mission en tant que second, c'est de seconder mon patron et être amené à la conduite du bateau lors de la navigation. En général, on s'imagine un vieux marin qui racle tout au fond de la mer, mais en réalité, on fait super attention. Pêcher, c'est aussi respecter la mer. On doit respecter les quotas, les saisons, et quand on remonte le chalut ou les dragues, on mesure toutes les coquilles et les poissons qui font pas la taille, on les remet à l'eau. On travaille avec la mer plutôt que contre elle, c'est une question d'équilibre. Mon objectif, c'est d'avoir mon bateau de pêche à 30 ans, d'installer mon entreprise à Erquy et de donner envie aux jeunes de faire pareil. Faut essayer, c'est comme ça qu'on sait si c'est fait pour nous. T'as pas besoin d'avoir grandi dans ce milieu pour y accéder. Si t'es curieux et que t'es motivé, t'as sûrement ta place dans ce métier. Voilà la Voilà petite vidéo. Ouais. Je vais en profiter du coup pour peut-être pour vous poser 2-3 petites questions en attendant que les personnes puissent s'exprimer sur le chat s'il y a des questions par rapport à ces métiers-là. Quelles sont les qualités pour exercer ce type de métier concrètement? Alors, tout d'abord, évidemment, faut aimer la mer et l'environnement maritime, hein, au-delà des qualités. Faut aimer aussi travailler en plein air. On réalise des tâches physiques, non routinières et assez concrètes. Voilà. Du coup, pour répondre à ta question, quelles sont les qualités, les capacités? Faut être capable de travailler en équipe parce que, on peut avoir le sentiment qu'effectivement
Le marin On n'est pas pêcheur, solitaire. c'est un solitaire. Et non, on Mm. travaille en équipage. Et alors, plus le navire est gros, plus l'équipage est important. Voilà, avec des compétences bien spécifiques. Il faut être assez réactif et s'adapter en permanence parce qu'il y a des manœuvres à réaliser, donc c'est assez technique. La sécurité, c'est quand même le point d'orgue de ce métier. Voilà, ça Ok. c'est très clair. Et aussi quand même, attention, en termes de... Il faut être capable de pouvoir aussi travailler dans certains cas en horaire décalé. Voilà, ça c'est sûr. Et du coup, une petite question, mais de curiosité, ça dure combien de temps une sortie en mer à peu près? Alors, on parle de pêche embarquée, sortie en mer. 50% des emplois, c'est plutôt ce qu'on appelle de la petite pêche. C'est moins de 24 heures. Voilà. Après, donc il y a d'abord la petite pêche, moins de 24 heures, donc c'est 50% des postes. Il y a la pêche côtière, c'est de 1 à 3 jours, c'est 17% des emplois plutôt. Après, il y a la pêche au large, ou qu'on appelle pêche hautière, c'est de 4 à 20 jours, c'est 24% des emplois. Et la grande pêche, plus de 20 jours, donc là on part effectivement pour des grandes campagnes, c'est 9% des emplois. Voilà, donc tout dépend de là où on va exercer l'activité, pour quel type de pêche, mais voilà, donc il y a une très grande diversité du type de Potentiellement, il faut pêche. accepter de dormir sur le bateau. Oui, alors à plus de 5, enfin à 50% des cas, oui, voilà, tout à fait. Et de vivre alors dans des conditions qui sont améliorées aussi, hein. Les douches chaudes maintenant sont possibles là, on parle bien des campagnes où on part sur plusieurs jours, et le Wi-Fi est également accessible. Voilà, ce qui agrémente effectivement Ce qui peut être important les pour temps. certains. Ouais, bah oui, oui, tout à fait. Je regarde s'il y a des questions. Donc, on nous demande si on peut retrouver les vidéos. Donc, je pense qu'Antoine va mettre le lien. Voilà, c'est fait. Il y avait une petite question sur, mais peut-être qu'elle date d'avant. Y a-t-il des spécificités pour les DROM? Alors, je crois que la question, c'était pour l'agriculture. C'était Alors, pour l'agriculture, ouais. je Alors, pense. bah oui, il y a des spécificités parce qu'on est sur des régions chaudes, donc l'apprentissage ou les formations en agriculture, effectivement, bah, il y a des spécificités pour répondre à cette question-là. Après, en termes d'emploi, soyons clairs, il y a à peu près les mêmes problématiques qu'en métropole, c'est-à-dire qu'on recherche sensiblement les mêmes fonctions et mêmes types de postes. Par contre, effectivement, la technicité, vu qu'on est en région chaude, bah, c'est pas forcément effectivement les mêmes. Sinon, il y a de l'élevage également, voilà. Élevage de Merci, bétail, hein, Olivier. pardonnez-moi. Ouais. Je vous propose qu'on passe au métier de l'alimentaire. Oui, tout à fait. Alors, le métier de l'alimentaire, ou des fois appelé métier de l'agroalimentaire, bon, voilà. Ces métiers, si on fait une petite introduction, c'est les métiers qui sont des piliers essentiels, hein, à l'économie française et européenne. En France, c'est, sauf erreur de ma part, le premier employeur industriel, avec près de 500 000 emplois. Alors voilà, on se doute effectivement que les produits qui nous sont servis, que ça soit dans un self d'entreprise ou distribué dans un supermarché, ou que l'on a à la table du petit-déj, bah, effectivement, viennent d'entreprises, ont été transformés, fabriqués par des entreprises du secteur agroalimentaire. Pour vous donner quelques éléments de dimensionnement de ce secteur d'activité, c'est 16 000 entreprises en France pour 500 000 emplois. Voilà, on est le deuxième secteur européen derrière l'Allemagne. Et il y a évidemment des investissements très forts et importants dans tout ce qui est recherche et développement dans le secteur effectivement agroalimentaire. Voilà. Les métiers agroalimentaires, ce sont des métiers aussi bien accessibles sur des niveaux du CAP jusqu'à des diplômes d'ingénieur, hein. Effectivement, ingénieur, on a parlé de la recherche, mais il y a également des postes qui nécessitent moins de qualifications, qui relèvent de fonctions liées à la production, donc conduite, la conduite, conduite de machines, de machines dans le secteur agroalimentaire. On a également des fonctions plutôt logistiques, tout ce qui va être préparateur de commandes, la maintenance, qui est un point important.
Il y a des machines effectivement qui sont à entretenir et à maintenir en condition. L'achat et l'approvisionnement, pas de transformation alimentaire sans produit. Donc effectivement, il faut les acheter et puis après, il faut les vendre. Donc il y a, des fonctions marketing, et commerciales. Voilà. La qualité, l'hygiène et la sécurité de l'environnement, évidemment, sont des choses qui sont très importantes. Il y a des fonctions et des missions qui sont dédiées à ces activités et enfin, on va avoir, comme dans toute entreprise, des fonctions support, gestion, finance, juridique, ressources humaines, mais également en communication, également en informatique. Voilà et puis je vais quand même repréciser sur des fonctions, là aussi, commerciales, hein. Heu, on rencontre très souvent, du public qui ont des compétences commerciales et qui ne pensent pas forcément à pouvoir exercer et à mobiliser ces compétences-là, dans les filières, agroalimentaires. Mais ça fait partie, hein, des possibles en termes d'emploi. Alors, on a fait le choix de vous présenter un métier qui est la cheville ouvrière entre l'agriculture et l'agroalimentaire. Il fait partie de la fonction, agroalimentaire. C'est la fonction d'agent de silo que peut-être vous méconnaissez un peu plus, donc on trouve intéressant de pouvoir vous présenter ce métier et ce métier est aussi bien accessible à des jeunes publics qu'à des profils plus expérimentés. Voilà, évidemment. Voilà, on va laisser, Jeanne, agent de silo, nous parler de son métier. Je passe devant une boulangerie ou que je mange des gâteaux, là je me dis, le blé qui a permis de faire la farine, il vient de chez moi, et franchement, j'en suis fière. Je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans et je suis agent de silo depuis mes 19 ans. Et pour moi, être jeune déter, c'est pas juste avoir de la motivation, c'est vouloir que son travail ait du sens. Et là, je suis servie. Je participe à nourrir la population avec de bonnes céréales. En tant qu'agent de silo, je suis un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Je m'occupe de réceptionner les céréales des agriculteurs, de vérifier leur qualité, de les nettoyer, de les stocker avant de les réexpédier vers les clients comme les meuniers ou les usines. On trie tout ce qui ne va pas dans les grains, les épis, les poussières. Ça part à la méthanisation, ça devient de l'énergie. J'y fais attention parce que j'ai pas envie de juste faire mon boulot, j'ai envie de bien le faire. Ce que j'aime ici, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. On ne fait jamais la même chose d'un jour sur l'autre, la routine n'existe pas. La réception des céréales, c'est le moment où l'on peut échanger avec les agriculteurs. Le contact humain est important dans ce métier. Le pilotage du silo est en grande partie informatisé. Ensuite, pour travailler les céréales dans le silo, j'utilise un logiciel. Mais on fait aussi le tour des équipements pour les entretenir et intervenir en cas de dysfonctionnement ou de panne. J'ai commencé en saison, sans expérience, par un job d'été. Mais finalement, j'ai décidé de faire de ce job d'été mon travail à plein temps. On m'a rapidement proposé un CDI. J'ai appris sur le tas, j'ai fait des erreurs, j'ai douté, mais j'ai pas lâché. Et à chaque fois qu'on m'a dit « T'es sûr que c'est un métier pour toi ?», je me suis dit « Je vais leur montrer. C'est ça, être déter. » Alors oui, dans un silo, il y a de la poussière. Il faut se lever tôt et c'est plus intense en saison, mais on a de l'autonomie et on participe à nourrir les gens. Tu sens que t'es utile. Moi, j'ai besoin de ça. Ce métier, je l'ai apprivoisé. Et pourquoi pas aller plus loin ? Devenir responsable, gérer les silos, animer les équipes, former les nouveaux et transmettre mon savoir. Le métier se féminise de plus en plus. On a tous notre place dans ce secteur. Si t'as envie de concret, si t'aimes le contact, si t'as envie de sentir que ce que tu fais a un vrai sens, viens. Même si t'as jamais mis les pieds dans ce monde, c'est possible d'intégrer le secteur sans formation. Les entreprises t'accompagnent pour apprendre le métier et évoluer en compétences. Ce qu'il faut juste, c'est de l'envie, de la débrouille et de la fierté. Avec un peu de déter, tu peux aller très loin. Bon, du coup, si toutefois vous avez des questions sur ce Zoom métier, n'hésitez pas. Moi, je me demande, Olivier, quel est le rôle clé d'un agent de silo ? T'as pas ton micro. Effectivement, c'est mieux avec le micro. Alors l'agent de silo, il joue un rôle clé entre l'agriculteur et l'industrie agroalimentaire.
Pourquoi? Parce qu'une fois que la moisson, a été réalisée, donc moisson pour du blé, maïs et orge, c'est lui qui va, être en charge de la conservation, de cette récolte. Donc il va effectivement, devoir la conserver, la suivre, donc il a un rôle essentiel. Si on ne stockait pas, voilà, on ne pourrait pas effectivement après coup, produire des produits alimentaires. Donc il a un rôle, vraiment essentiel. C'est un métier très utile, concret et qui contribue donc du coup, pour résumer, à nourrir la population. Et du coup, on voit cette jeune femme, mais Ouais. elle travaille toute seule, elle est en équipe, comment ça se passe concrètement? Alors, alors pour vous donner vraiment une réponse en global sur ce métier, tout dépend un peu de la taille du silo et de la période de l'année. Mais l'agent de silo travaille à la fois seul et en équipe. En dehors de période de récolte, il travaille souvent, seul ou sur le site. Il s'occupe de la surveillance des installations, de l'entretien, du nettoyage et du suivi des stocks. Donc il doit être assez autonome et pendant la période de moisson, qui est la période, de l'été, été ou automne, hein, là, il y a une période qui s'intensifie. L'agent travaille avec une équipe, avec d'autres agents, des saisonniers. Et d'ailleurs, Jeanne a été, elle le dit pas peut-être explicitement, mais elle était saisonnière. Elle a fait de la saison et c'est comme ça qu'elle a intégré ce métier et qu'elle a pu suivre une formation via un certificat de qualification professionnelle, d'ailleurs. Voilà. Donc il y a Les une période. CQP qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Comme ça, la boucle est bouclée et on en reparle. J'ai des Effectivement. questions, du coup, Olivier, dans le chat. Où trouve-t-on ce type de poste? Plutôt en campagne? Dans quelle région est-il possible de trouver ce type de poste pour le métier d'agent de silo? Ah bah, grosso modo, la fonction d'agent de silo, se trouve dans les régions plutôt céréalières, donc on en a quand même un certain nombre. Je vais pas pouvoir tous les citer, mais voilà, pour celles et ceux qui découvrent, ce métier, je il vous suffit de rechercher sur internet agent de silo et offre d'emploi et vous verrez, on trouve assez aisément des postes, voilà, sur le territoire. Oui, en Ah, fait, c'est vrai que c'est sur les régions céréalières, mais ça peut être en milieu rural, bien évidemment, autour des champs, mais c'est aussi périurbain, hein. Alors, c'est pas en milieu urbain parce que il y a, pour tout ce qui est matière explosive, il y a des règles de sécurité, ils peuvent pas être installés en ville, mais on retrouve aussi des silos en secteur périurbain. C'est pas forcément très éloigné au fin fond de la campagne. ouais. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat, c'est que les saisonniers font quoi? Alors, attention, dans mon propos, le saisonnier, là, pour Jeanne, c'était un point d'entrée. Peut-être qu'elle réalisait d'autres activités, là, je connais pas toute son histoire, mais cette saison-là lui a permis, après coup, de De pouvoir se mettre le intégrer un pied à poste, l'étrier. voilà, et d'intégrer un poste en CDI, hein, puisqu'il y a des postes effectivement permanents. Comme dans bon nombre des métiers agricoles aussi. Voilà. Merci. Si vous avez des questions plus spécifiques, plus précises par rapport à votre situation professionnelle, bien entendu, on vous invite à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle parce qu'on ne va pas Oui. pouvoir répondre à toutes les questions très particulières aujourd'hui. Et puis, il faut qu'on aille au bout du coup de ce webinaire. Donc, je vous laisse la parole par rapport aux ressources proposées par Ocapiat. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, on a focusé sur 3 métiers, mais vous avez la possibilité d'en découvrir d'autres et découvrir tout l'univers et les emplois et métiers des filières agricoles, agroalimentaires et de la pêche. Donc dans un premier temps, on vous préconise de contacter le site, pas de contacter, de consulter le site ocapiat.fr, /découvrir les métiers. Donc là, il est au centre du, diaporama. Normalement, Antoine qui est, aux manettes, va ou a déjà transmis effectivement le lien. Il met À tout ça partir dans le chat. Ouais, super. À partir de là, donc vous pouvez avoir accès, à des fiches métiers, mais aussi avoir accès à la campagne d'information, Jeunes des Terres. Alors jeunes, hein,
l'âge de cette campagne est dédié effectivement aux alternants, mais on la trouve très utile en tous les cas de notre côté pour vous informer et vous donner des vidéos métiers qui présentent les différentes filières. Donc n'hésitez pas à y aller. On a également, à côté de ça, un site plus spécialisé et spécifique au métier de l'agroalimentaire qui s'appelle Nourris ton futur, où là, vous allez retrouver à la fois des informations sur les métiers, mais également sur les emplois. Ensuite, en tant qu'opérateur de compétences au CAPIAT, vous l'avez compris, on a un acteur de l'alternance. L'alternance est possiblement une voie pour vous d'intégration de ces métiers. Donc là, vous avez un site dédié qui s'appelle Cap vers l'alternance, où vous pouvez avoir des informations sur le contrat de professionnalisation qui est accessible quel que soit l'âge, et également des informations sur le contrat d'apprentissage qui, on l'a dit, de manière usuelle est accessible jusqu'au public 29 ans, voire plus, selon certaines conditions. Et après, si vous voulez avoir une sensibilisation, commencer à être sensibilisé au monde agricole, agroalimentaire, en savoir un petit peu plus, on a une plateforme qui s'appelle campnu.com. C'est une plateforme de formation en ligne. Vous avez des cours, des temps de sensibilisation sur la filière agricole, agroalimentaire et la pêche également. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site Campenum. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie ressources d'information, mais on a également une chose à vous indiquer, c'est que très vraisemblablement pour certains d'entre vous, vous avez découvert des métiers, vous avez besoin d'en savoir plus. Ocapiat a mené un travail de partenariat avec une structure qui s'appelle My Job Glasses, et avec ce service et cet outil, on a demandé à des professionnels des entreprises de Capiat de pouvoir témoigner et échanger avec des personnes qui seraient curieuses d'en savoir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on a à peu près pardon, plus de 500 ambassadeurs répartis sur le territoire, hein, qui sont prêts à vous renseigner sur les métiers. La prise de contact, alors vu que ça peut être au niveau national, bah, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers, hein, échanger avec un ambassadeur soit par téléphone ou en visio, c'est tout à fait possible. Mais pour ce faire, vous devez effectivement cliquer, alors pas cliquer là, mais je crois qu'Antoine a donné normalement le lien. C'est le lien ambassadeur. Vous cliquez sur ce lien-là, ambassadeur. Vous vous inscrivez sur la plateforme. C'est une inscription qui est gratuite. Et vous allez effectivement rechercher à contacter l'un de nos ambassadeurs. Alors, vous le verrez sur la plateforme, il y a différents filtrages, secteurs d'activité, secteur d'activité, le niveau de diplôme et le type d'emploi. Voilà, donc il y en a pour tous les souhaits et désirs d'orientation professionnelle. Voilà. Merci Olivier, merci Amandine pour cette présentation qui était très instructive, et je trouve qu'on se rendrait bien compte aussi des métiers qu'on pouvait réaliser, et au regard des questions dans le chat, je pense que ça ressort. On va passer maintenant un petit peu au cœur de mon sujet, j'ai envie de dire, qui est mon conseil en évolution professionnelle. On en a un petit peu parlé tout au long de la présentation, mais pour vous préciser quand même, qu'est-ce que c'est mon conseil en évolution professionnelle ? C'est un service public destiné aux salariés et aux indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et formaliser, élaborer, mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. C'est bien un service public qui est gratuit, qui est confidentiel. L'employeur n'est pas informé du fait que vous prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il est neutre, de proximité, parce que vous pouvez avoir des rendez-vous proches de chez vous, et puis personnalisé. Et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions dans le chat. L'idée, c'est de pouvoir répondre vraiment à vos besoins spécifiques qui sont uniques, et le conseil en évolution professionnelle permet de prendre ce temps d'exposer une situation et de pouvoir avoir des conseils personnalisés. Si vous êtes salarié ou indépendant, Avenir Actif
est l'opérateur pour vous accompagner sur le conseil en évolution professionnelle. Pour les cadres, ça va être l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, ce sera France Travail. Pour les moins de 26 ans, ce sera les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, Cap Emploi. L'objectif pour rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, ça va permettre aux individus de faire des choix propres pour leur évolution professionnelle et notamment par l'accroissement de leurs aptitudes, le développement des compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles. Donc, le conseiller en évolution professionnelle peut vous conseiller sur tout un champ, toute une palette de services que vous voyez ici affichés. On va pouvoir rencontrer un CEP simplement pour prendre du recul sur sa situation parce qu'on ne sait pas trop où on en est, on a besoin d'échanger avec quelqu'un. On va pouvoir vouloir s'informer sur des opportunités d'emploi et des secteurs d'activité. Par exemple, si vous avez besoin d'informations sur les métiers de l'agriculture ou d'autres métiers qu'on a pu présenter aujourd'hui, n'hésitez pas, le CEP pourra vous informer et vous mettre en lien avec les experts sur chaque sujet, pouvoir réaliser aussi une immersion professionnelle si vous souhaitez tester un métier. C'est important, surtout sur des métiers qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas forcément connus de tous, de se rendre compte de ce qu'est le métier. Ça vous permettra aussi d'élaborer un projet professionnel si vous souhaitez changer de métier ou de secteur d'activité. Tout à l'heure, des personnes évoquaient le fait d'être en reconversion après 50 ans, eh bien, le CEP peut vous accompagner dans tout ce projet de transition, d'évolution ou de reconversion, peu importe votre âge, votre niveau de qualification ou votre secteur d'activité. Donc voilà, tout un panel de services qui existent et auxquels vous pouvez faire appel de manière gratuite, confidentielle et neutre. Comment ça se passe concrètement? Il y a un premier rendez-vous avec le conseiller qui permet d'identifier les besoins et de définir les objectifs pour que la personne bénéficie d'un conseil adapté en fonction de sa demande et de son besoin et obtienne des informations personnalisées et utiles à son projet parce que chaque situation est unique. Par la suite, soit la personne a eu les informations qu'elle souhaite et du coup, elle peut s'en arrêter là. Mais si déjà il y a un projet qui émerge, elle peut prendre autant de rendez-vous que nécessaire. Le CEP, ça peut être un appui ponctuel ou un accompagnement dans la durée. Il n'y a pas de normes, on va dire, spécifiques. C'est vraiment en fonction du besoin de chacun. Comment prendre rendez-vous? C'est assez simple. Vous allez sur notre site internet mon-du6cep.org. Vous cliquez sur trouver mon conseiller. Je trouve mon conseiller. Vous avez 2 questions à remplir et vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà pour cette partie-là. Si vous avez des questions, on a encore 1 ou 2 minutes. Vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je voudrais quand même remercier Olivier Vannereux et Amandine Froment d'Ocapiat qui ont animé ce webinaire ce matin. Merci pour votre participation et pour ce partenariat toujours très riche entre nos structures. Si vous voulez dire le dernier mot, Amandine, Olivier, je ne sais pas. Il n'y a pas de micro, Olivier. Je n'ai pas mon micro non plus, pardon. Oui, merci à toutes et tous. Merci Aurélie de l'invitation et puis merci d'avoir été si nombreux à nous écouter. Toujours pas de micro, Olivier. Bon.
Pas de mot de la fin, pour Bon. Olivier. Olivier ne nous dira pas de mot de la fin. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite à tous une belle journée. On espère que vous êtes inscrits sur encore de nombreux webinaires organisés pendant ces semaines de l'évolution professionnelle. Et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Bonne journée. Au revoir. Ok.